Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Maëva Morin qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais aussi des livres qu'elle a écrits, des cercles de femmes qu'elle a organisés et qu'elle organise encore. Elle en parle beaucoup mieux que moi, alors je vous souhaite une très belle écoute. Et moi, aujourd'hui, je pense que vraiment, quand je me définis, j'aime beaucoup le terme de tisseuse de liens à moi, à l'autre et au vivant. Et c'est vraiment de revenir à cette sagesse de la Terre. Et c'est vraiment ce que transmet ce deuxième livre. Comment je me relie au vivant, en fait, et comment je suis en résonance avec la Terre. Hello Maëva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga, mais bien plus puisque tu es aussi autrice et puis tu crées des cercles de femmes, enfin tu nous en parleras beaucoup mieux que moi. J'ai hâte de découvrir tout ça. Merci Alexandre pour ton invitation, je suis ravie. Avec plaisir. Bon, alors ma première question c'est comment est-ce que ton aventure avec le yoga a commencé, la première fois que tu as rencontré le yoga, comment ça s'est passé? Ouais, eh bien, je travaillais à Paris, j'ai travaillé à l'époque dans l'univers des ONG et des associations et j'étais super angoissée en fait. J'enchaînais des CDD, j'arrivais pas trop à me stabiliser professionnellement et je passais mon temps chez l'ostéopathe parce que j'ai toujours eu des problèmes de dos depuis l'adolescence. Ok. Et à un moment, l'ostéo me dit non mais arrêtez de venir tous les 15 jours. Vous devriez faire du yoga. Et c'est vrai que je l'ai regardé un peu avec des yeux ronds en me disant mais du yoga quoi. Enfin, je me vois pas du tout faire du yoga. Aussi parce que c'est vrai que j'avais cette image en fait qui m'était venue de couverture de magazines, filles en brassière avec leggings, et c'est pas du tout mon délire. Et du coup, je me disais, je suis pas assez couverture de magazine. Ça, c'est la première impression qui m'est venue. Et puis, voilà, j'ai quand même cette capacité à quitter l'autoroute de mes idées reçues et en me disant, bah, s'il m'en parle, peut-être je devrais creuser. Et puis, les synchronicités ont fait qu'il y avait un centre de yoga juste à côté de chez moi. À l'époque, j'habitais pas loin de la rue Daguerre. Et j'ai commencé dans un tout petit centre. Et voilà, j'ai poussé la porte, je me suis allongée, j'ai absolument rien compris de tout ce qui s'est passé de la séance. Je me rappelle avoir été perdue. Euh, et en même temps, avoir eu la conviction qu'il fallait que je continue parce que ça allait vraiment m'ouvrir à moi-même. Et donc, j'ai pas trop réfléchi, je me suis inscrite au trimestre et puis ça a enchaîné. J'ai fait comme ça pendant plusieurs années, juste un cours par semaine et c'était vraiment mon rendez-vous, quoi. Et c'était quoi comme type de yoga du coup? C'était du hatha yoga, Ok. ce que je pratique toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Et donc, on a découlé que tu as eu peut-être envie
de changer de voie parce que, bah, en fait, tu t'es finalement après lancée. Toi qui ne voulais pas du tout, faire de yoga au départ, tu es devenue enseignante. Comment ça s'est passé? C'est marrant parce que tu vois, là, en retraçant le parcours avec toi, je me rends compte comme ça n'a pas du tout été une évidence pour rien pour moi au début. À la fois, c'était pas une évidence de m'inscrire à un cours de yoga, et puis c'était pas une évidence non plus la réorientation. J'ai pas eu une révélation. Voilà, bon, comme je disais, je travaillais encore dans le milieu associatif, je changeais souvent, et puis j'ai été travailler un moment au Parlement européen. J'étais assistante parlementaire auprès des Verts, et puis ça m'a pas convenu en fait, l'univers politique, de quitter ma ville, etc. Ça a été un mélange comme ça, pro et perso, qui m'a pas convenu. Je suis revenue à Paris, mais du coup j'avais laissé mon précédent boulot, CDI pour le coup, tu vois l'ironie. Et, euh, et donc bah, j'étais un peu perdue parce que j'avais tout lâché, et puis bah, je revenais chez moi de manière pas très glorieuse du coup. Et plutôt que de rechercher un boulot dans ma voie, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans la vie? Et c'est venu un peu de cette question abyssale. Et donc, je me suis donné plusieurs mois comme ça de réflexion. Et ce qui revenait souvent, c'était le yoga. Et je trouvais ça encore très cliché. Je me disais, bah voilà, la jeune trentenaire qui veut changer de boulot, blanche, classe moyenne, c'est tellement classique en fait. J'avais du mal à me couler là-dedans, et puis je me souviens, j'écoutais la radio et j'entends, c'est marrant parce que je ne raisonne pas forcément avec cette phrase, mais la personne qui était interviewée dit à la radio, quand on est un peu comme ça en quête de ce qu'on veut faire, c'est bien de revenir à l'enfance et de voir qu'est-ce qui coinçait. Habituellement, on dit qu'est-ce qu'on aimait, et lui il disait qu'est-ce qui coinçait, et chez moi, ce qui coinçait, c'était le corps. Mmh. J'ai mis très très longtemps à être en lien avec mon corps. C'est arrivé avec le yoga d'ailleurs. Et du coup, je me suis un peu là, comme sur un coup de tête, je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, c'est parti, je vais m'inscrire à l'école que j'ai repérée. Et donc, je me suis inscrite à l'école française de yoga. C'est un cycle long, ça dure 4 ans. Mmh. Et c'est à la fin de ma deuxième année que j'ai eu l'occasion en fait de commencer à donner des cours, notamment en entreprise. Et en fait, c'est venu très fluidement. Les cours sont arrivés, les demandes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours à partir de la deuxième année de l'école. Et puis après, j'ai continué mon cycle pendant 4 ans. Donc du coup, tout ça, Maëva, c'était en quelle année? Alors, j'ai commencé l'école de yoga en 2014. Donc, tu vois, j'ai OK, commencé à enseigner en 2016. OK. Et après, donc tu enseignais et tu n'avais plus ton travail en parallèle quand tu as commencé à te former, c'est ça? Si, j'ai continué en fait un travail en parallèle, mais c'est vraiment du coup, bah, quand j'ai commencé à enseigner en 2016, Mmh. que j'ai tout lâché, et que j'ai décidé en fait que ce serait, que c'est ça qui fonctionnerait, mais qu'il fallait consacrer du temps. Voilà, Mmh. donc il fallait oser en fait, sauter le pas. Oui, et puis on a souvent cette peur justement quand on se lance, parce que ce podcast est aussi dédié à l'entrepreneuriat, de se dire: «Bah, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, ben, financièrement, je vais réussir à joindre les 2 bouts aussi?» parce que ça c'est un aspect qui compte. Est-ce que ça va me plaire surtout? Parce que, bah, j'ai quitté un job qui finalement, j'étais plus alignée, mais est-ce que, ce que je retrouve là et que je pense me convenir, est-ce que ça va me convenir? Enfin, il y a toutes Mmh. ces questions-là, et comment ça s'est passé du coup pour toi? Bah, moi, j'avais quand même pas mal de chance. À l'époque, disons que j'avais un parachute économique, au sens où je finissais un contrat dans une association. Donc, j'ai eu quelques temps du droit au chômage, donc ça m'a permis au départ de lancer. Et puis, c'était une grande période de transformation pour moi parce que j'attendais un enfant aussi. Mmh. J'allais quitter Paris, j'allais déménager. Donc, en fait, il y avait un tel chaos de tout qu'au final, je sais pas, c'est comme si de toute façon il n'y avait pas eu d'autre choix que de sauter dans le précipice, quoi, quelque part. Ouais. Mais les premiers temps, que le yoga, en fait, pour moi, une des difficultés, et voilà, du coup, peut-être après on en reparlera, mais une des difficultés pour moi par rapport à ne travailler que du yoga, et que j'aime pas trop ce rythme de me déplacer beaucoup de salle en salle Mmh. et d'enchaîner les cours. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir du temps, avoir des formats de 2, 3 heures de cours, donc ce qui est clairement pas la norme dans nos cours habituels. Et donc rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça, enfin, ne faire que ça à ce rythme-là ne me conviendrait pas. Et donc, j'ai décidé de ne pas avoir trop de cours non plus,
OK. mais de ramifier en fait aussi autour de cette activité et d'écouter d'autres envies. Et donc c'est comme ça aussi qu'est apparu les malas. Mmh. Et puis après il y a les livres qui sont arrivés, mais là c'était plutôt parce que mon éditeur actuel m'a écrit, m'a fait une proposition éditoriale et c'est comme ça que les livres sont arrivés. Je suis pas vraiment allée les chercher. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, disons que j'aime bien dire que le yoga, c'est ma colonne vertébrale. Je vois vraiment ça comme un arbre, en fait, c'est le tronc. Mais j'aime beaucoup cette idée que je ramifie dans d'autres domaines. Et à la fois, ça me nourrit ma curiosité, ça me permet d'avoir un rythme de vie qui me convient et d'avoir un équilibre économique, bien sûr, parce que c'est Mmh. important. On va parler de tous ces détails-là, les livres, les malas aussi que tu as créés et tout ça bien plus en détail. Tu m'as beaucoup devancé, mais c'est hyper intéressant. J'adore cette image de colonne vertébrale, d'arbre, de racines pour le yoga, et justement qu'on compare, beaucoup, justement à une pratique juste physique, alors que ce n'est pas que ça justement. Le yoga, ce n'est pas juste un enseignement d'asana, c'est bien plus et tu as réussi à le développer autrement. Hem, à l'école française, ils t'ont formé du coup au hatha yoga, c'est ça? Et après, tu as fait d'autres formations, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement? Comment tu as voulu aller vers le yin, vers le féminin sacré, vers l'enseignement, enfin le montage, le partage de cercles de femmes, etc. Mmh. Alors, dans l'ordre. Alors moi, C'est oui. une grosse question. En plus, j'ai une pensée en arborescence, donc je peux effectivement vite partir. Je suis pas forcément quelqu'un de facile à C'est interviewer. pas grave, au contraire. Euh, alors du coup, donc j'ai commencé en fait, je me suis inscrite à l'école de yoga parce que l'enseignante de la salle où je pratiquais venait de cette école et j'aimais bien sa pratique. Donc tout simplement, assez balisée, je vais dans l'école où était mon enseignante. Et c'est vrai que le hatha yoga, moi, c'est vraiment le yoga qui me convient le mieux. J'ai essayé d'autres pratiques, du ashtanga, du vinyasa, mais comme je suis quelqu'un de très speed, un autre yoga un peu trop tonique me calme pas du tout. Donc moi, j'ai plutôt besoin de me poser. Et c'est vraiment pour moi ce que me propose le hatha yoga. Et puis après, du coup, j'en suis venue au yin parce que par ailleurs, je pratique beaucoup la méditation et je trouvais intéressant cette notion un peu de méditation en mouvement avec le yin yoga. Et pour moi, ces deux pratiques-là sont très complémentaires. C'est vrai que j'aime bien les transmissions que j'ai pu avoir en yin. On nous dit bien qu'on ne peut pas faire que du yin, hein, sinon on finit un peu comme... l'image de mon enseignant, c'était un gros sac de pommes de terre. Et c'est vrai il faut retonifier et donc le yin nécessairement doit avoir une pratique plus dynamique en parallèle. Et donc je trouve que les deux marchent bien ensemble. Et le pré et le post-natal, c'est lié du coup effectivement au cercle, au féminin sauvage. C'est en fait arrivé à un moment où justement je réfléchissais à devenir mère. Donc on revient à la fin du Parlement européen, je rentre en France, je m'installe aussi avec mon compagnon et puis on commence à parler de manière plus concrète de l'idée de devenir parent. Et moi, tout d'un coup, je prends conscience que pendant longtemps, j'ai juste pas compris mon corps. Mais là, je prends conscience à 27 ans que je ne sais pas ce qu'est un corps de femme. Et, euh, et ça me choque. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Donc, je vais commencer à aller dans des cercles de femmes. Je vais aussi aller dans des cercles où on me parle de mon cycle féminin. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je dis à mon compagnon, avant de tomber enceinte, j'aimerais arrêter la contraception chimique, la pilule, parce que je voudrais renouer avec mes cycles naturels que j'avais pas eu depuis mon adolescence. J'avais commencé la pilule à 17 ans jusqu'à 27 ans, non-stop, enfin. Et donc, tout d'un coup, j'avais vraiment la sensation d'être une étrangère dans mon corps. Et donc, j'ai pris le temps de réavoir des cycles naturels, de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et là, c'est comme si je rentrais à la maison, en fait. Et j'ai vraiment eu envie de continuer à cheminer, de continuer à expérimenter. Et j'ai renoué, en fait, avec une envie que j'avais quand j'étais jeune fille, c'était d'être sage-femme. C'était un peu mon rêve à 13-14 ans. Et j'avais cette idée à l'époque d'accompagner les femmes
dans cette grande transformation, tu sais. Souvent, on adore les bébés à l'adolescence. Enfin, c'est un peu cliché, les filles aiment les bébés. Bon, c'est un peu cliché naze, mais c'est vrai qu'elles rêvaient. Enfin, moi, mes copines, elles avaient envie d'être nurses, etc. Et moi, c'était pas les bébés qui m'intéressaient. J'avais vraiment envie d'être auprès des femmes pendant leur grossesse. Et du coup, bah, yoga pré et postnatal. Je me suis formée chez Bernadette de Gasquet. Et après, bah, j'ai redilué son enseignement dans ma pratique à moi de Hatha Yoga, de méditation, de visualisation, de yin yoga. J'ai fait une espèce de mélange comme ça. Et puis, j'accompagnais les femmes pendant leur grossesse et après avec leur petit bébé. OK. C'est hyper intéressant ce que tu dis, d'être, quand on est adolescent, on est, adolescente, on est fasciné par, les bébés et cetera. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu un peu la même image que toi. J'étais pas fascinée par le bébé en lui-même, mais j'étais fascinée par cette période, de la femme enceinte. Je trouvais ça juste magnifique, merveilleux, mais je savais pas ce qui m'obnubilait et c'est pareil que toi, du coup, après m'être formée au yoga, bah, moi, c'était Vinyasa. Je me suis formée au postnatal et prénatal directement parce que je pensais que c'était une pratique peut-être plus douce et qui m'apporterait plus au niveau de la femme. Et plus tard, le yin est venu, bah, comme toi aussi. C'est assez marrant ce cheminement. En tout cas, ce sujet de féminin m'intéresse beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que tu viennes nous partager un peu cet aspect-là et que tu nous parles toi de ton parcours. Et donc après, justement, le pré et postnatal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as commencé à l'enseigner. Comme tu me parlais d'arborescence, est-ce que chronologiquement, c'est là que les livres sont arrivés ou alors les cercles sont arrivés avant? Comment ça s'est passé? Alors, au début, en fait, bah, j'ai commencé à l'enseigner, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'incarnation, je pense, dans mes cours. J'essayais d'appliquer les préceptes. Et moi, et c'est mon chemin. Je ne dis pas que c'est la case par laquelle il faut passer, mais moi, c'est vraiment quand j'ai été enceinte et que j'ai vécu moi-même ma maternité, qu'ensuite j'ai vraiment, quand j'ai recommencé à donner mes cours en pré et post-natal, bah, du coup, c'était très palpable, c'était très incarné. Je pense que j'arrivais vraiment à percevoir les besoins en fait des mamans. Mmh. Et donc voilà, moi j'ai eu besoin de passer par cette expérience personnelle pour vraiment l'enseigner. Et les cercles, c'est vraiment venu plus tard. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour ingérer des nouvelles pratiques et ensuite pour les reproposer. Et du coup, les cercles, en fait, déjà, il y a eu toute une pause durant lesquelles j'y allais plus quand ma fille est née, ma première fille, Léonie. Puis voilà, j'ai commencé à retourner dans les cercles. Et ensuite, les cercles, moi, j'ai commencé vraiment à en animer. C'était, je crois, c'était chez moi. Ça s'appelait le Witch Club. J'avais créé ça avec une amie, Caroline Cressot. Mmh. Et c'était du coup notre cercle de sorcières. On se réunissait au moment des sabbats de la roue de l'année. Et OK. puis après, au moment du premier confinement, j'ai commencé à animer des cercles autour des 13 mères originelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement en détail, qu'est-ce que c'est, les sabbats? Enfin très rapidement et les 13 mères, qu'est-ce que c'est pour, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, la tradition celtique a un calendrier qu'on appelle la roue de l'année, Mmh. avec 8 célébrations annuelles et 13 espaces, c'est les célébrations lunaires. Donc, il y a des célébrations solaires et des célébrations lunaires. En l'occurrence, les 8 sabbats sont répartis sur l'année au moment des équinoxes et des solstices. Et puis, il y a aussi 4 autres célébrations qui marquent les entrées de saison. C'est un peu déroutant au début pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude parce que on a l'habitude de penser que on entre dans les saisons avec les équinoxes et les solstices. Mmh. Or, sur la roue de l'année, et donc pour les anciens Celtes, hein, qui vivaient quand même plus au contact de la nature et de la terre, on entre en fait dans les saisons un petit peu avant. Par exemple, si on prend très concrètement l'entrée dans le printemps. Ça se fait en février à la célébration d'Imbolc, au Mmh. 1er février, alors que nous, on a l'habitude de célébrer l'entrée au printemps à l'équinoxe au mois de mars. C'est ça. Et en fait, l'équinoxe marque le cœur de la saison. OK. Et donc voilà, on circule comme ça autour de cette roue de l'année. Les 8 célébrations à l'époque, c'était vraiment des fêtes agraires, de communautés qui réunissaient les gens, à la fois pour célébrer que ce soit des récoltes, célébrer des passages,
tout simplement festoyer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de loisirs à portée de main, mais ce n'était pas le cas autrefois. Mmh mh. Et Et on les fête pas finalement. Nous, en tout cas en France, on les fête pas, mis à part quand il y a des cercles de femmes et qu'on a envie d'y participer parce qu'on est intéressé finalement. ouais, bah, en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est vraiment revenu beaucoup dans les cercles de femmes, mais en réalité, c'est vraiment des célébrations vraiment enfin, du paganisme. Donc, les hommes ont tout à fait leur place dans toutes ces Bah, bien célébrations. sûr. C'était d'ailleurs des célébrations qui réunissaient toutes les communautés, un village en fait, hein. Mmh mh. Et voilà, par exemple, c'est vrai qu'à Samhain, au moment d'Halloween, on célébrait justement l'entrée dans la saison sombre. Donc, on faisait beaucoup de rites avec beaucoup de lumière, justement pour traverser en fait la nuit noire qui allait durer jusqu'au solstice d'hiver. Au solstice, il y avait cette tradition effectivement de brûler une bûche pour, pour marquer ce passage de moment de la nuit où le soleil va recommencer à croître, etc. En fait. Et donc chacune des célébrations est en lien avec la saison et avec les forces vives de la nature. Donc on faisait des processions, on faisait des offrandes. Par exemple, à Imbolc, on verse du lait sur les terres pour demander justement la fertilité. Mmh. Voilà, donc ça c'est très schématique, mais on pourrait faire un podcast que sur la roue de l'année. Donc Je je pense. résume. Donc voilà, ça c'est une des traditions en tout cas avec lesquelles moi je chemine depuis plusieurs années maintenant. Et l'autre, donc les 13 mers originelles, là on traverse l'Atlantique et on va en Amérique du Nord, au temps des natifs américains. OK. C'est une tradition qui nous vient d'une femme qui s'appelle Jamie Sams, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 13 mers originelles. Une femme qui est décédée l'année dernière, donc jusqu'à récemment, elle continuait de transmettre. Une femme d'origine Sénéca. Et elle avait reçu l'enseignement de deux grands-mères Kiowa qui étaient réfugiées alors je ne sais plus si c'est enfin, au Mexique ou à la frontière mexicaine. Et donc, elle lui avait transmis cette sagesse ancienne des 13 grands-mères qui appartiennent chacune en fait à un cycle lunaire et à un mois donné. Donc, quand on achète par exemple le livre de Jenny Sams, on démarre en janvier à la nouvelle lune. Et donc, chaque mois, à chaque nouvelle lune, on rencontre une gardienne qui est d'une certaine manière un archétype qui incarne des dons et des talents qui viennent en fait nous révéler nos propres dons et nos talents, comme un effet miroir. Et donc voilà, on circule comme ça sur les 12 mois de l'année. Et la 13e lune, la lune bleue de transformation, c'est la 13e gardienne qui, quelque part, incarne ces 12 sœurs. Elle s'appelle celle qui devient sa vision. Et donc, elle nous montre que nous décidons d'être enfin, on est quand on décide d'être. Voilà, la phrase, c'est ça. Je suis quand je décide d'être. Et donc, c'est vraiment une invitation à s'incarner soi-même pleinement et à révéler ses dons et ses talents pour les mettre au service de la communauté. Pour, c'est toute une cosmogonie, donc c'est pareil, c'est très difficile pour moi de la résumer en si peu de temps parce que mon propos me semble un peu pauvre, parce que c'est vraiment une médecine de la terre qui, qui se diffuse auprès des femmes depuis des centaines d'années, parce qu'il y a cette idée que la médecine de la femme est porteuse de la paix, de l'harmonie, de la beauté, et donc que la médecine de la femme peut ouvrir une nouvelle conscience pour le monde à venir. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça me donne énormément envie d'en savoir plus. D'ailleurs, je pense que je vais me procurer au moins un des livres pour en savoir plus sur les 13 mères originelles, parce que comme tu le sais, je suis quand même assez intéressée par le cycle de la Lune, donc tu me donnes encore plus envie d'en savoir. Ouais. Et pareil pour l'idée de faire un épisode complet sur les fêtes et sur la roue de l'année. Je pense que c'est une très bonne idée, donc on en reparlera pour en savoir plus. Mais effectivement, je pense que enfin que en 5 minutes là, c'était pas possible de nous expliquer tout, mais tu as très bien résumé la chose et je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Et du coup, en lien avec toi, tu partages en fait pendant ces cercles ces savoirs sur les 13 mères et aussi la roue. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est des cercles vraiment dédiés à chaque fête? Est-ce que c'est des cercles dédiés à chaque mère, justement, selon l'année? Mm. Comment tu transmets ça finalement?
Alors, les célébrations, on va dire sur les sabbats, j'ai arrêté parce que je le faisais en fait avec cette amie et puis du coup, après voilà, elle a déménagé donc moi ça faisait plus forcément sens. Mhm. Et puis les 13 mères originelles, je l'ai fait jusqu'à janvier. Et puis cette année, je me suis accordé aussi une pause. En fait, le gros bébé de l'année, c'est mon livre Sagesse sauvage. Euh, Mhm. et ça a été un gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, j'ai vraiment senti que là, il fallait que je ralentisse un peu. Donc, cette année, je transmets par les 13 mères, à la fois parce que ça demande quand même un investissement important d'être disponible tous les mois pendant 12 mois, et puis en l'occurrence plutôt même 13 lunes. Et je sentais aussi que ça faisait 3 ans que je les transmettais et j'avais envie de revenir à une intimité avec elles et de les célébrer toute seule, moi-même, de les rencontrer tous les mois toute seule. Donc cette année, ça, c'est en pause. En fait, là, le seul cercle en cours que je propose, c'est un cercle qui est dédié au corps féminin. En collaboration avec Zoé Poirot, les allumettes sur Instagram. Et voilà, mais du coup, je vais partir sur autre chose. Alors peut-être je te laisse m'arrêter et voir vers où tu veux qu'on aille. Non, c'est très bien. Bah, on veut bien un peu plus de détails sur ces cercles, justement. Je ne connaissais pas Chloé, et donc du coup, ça serait peut-être sympa de la recevoir aussi dans ce podcast. Donc, avec plaisir pour que tu nous en parles un peu plus en détail. Et puis après, on avancera dans ta généalogie et plutôt dans cette arborescence pour savoir quand est-ce que les livres sont arrivés. Et donc, alors là, en fait, en ce moment, le seul cercle sur lequel je me concentre, c'est le cercle dédié au corps féminin. L'idée, c'était vraiment d'aller explorer les 4 phases du cycle féminin selon les 4 archétypes qu'a proposé Miranda Gray, l'auteur de Lune Rouge. D'un point de vue de l'intime, bien sûr, des ressentis de chacune, mais aussi d'un point de vue, on va dire, culturel et sociétal, parce que forcément, un corps, surtout de femme, euh, n'est pas perçu de la même manière selon la société, selon la zone géographique, mais voilà, en l'occurrence, on a pris le parti société occidentale, en l'occurrence patriarcale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corps de jeune fille, de mère, d'enchanteresse et de femme sage. Et, et donc, c'est vraiment comment est-ce que chacune va pouvoir explorer chacune de ces phases. Donc, sur la jeune fille, bon, bah voilà, on est toutes majeures dans le cercle, donc on a des souvenirs et c'est ça qu'on vient déposer. Comment était le corps de la jeune fille, que ce soit les troubles alimentaires, l'acceptation de soi, les premières lunes. Et puis, ensuite, le corps de la mère, bah, ça va venir davantage interroger cette envie ou non de devenir mère, cette possibilité ou cette impossibilité, l'exaltation d'être mère ou à l'inverse, la difficulté à entrer dans cette vie de mère. Pour la phase de l'enchanteresse qui correspond du coup à l'échelle d'une vie plutôt à la phase juste avant la ménopause, c'est déjà, on commence à explorer, on est sur un âge de la vie, on est vers les 40 ans, 40, 50 ans, et on est vraiment dans cette exploration aussi c'est comment, en fait, d'être en phase justement de pré-ménopause, avec effectivement les désordres peut-être hormonaux, mais aussi euh, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce que la société perçoit cet âge de la vie. Et puis ça s'accentue effectivement avec cette figure de la vieillesse, de la femme sage, de la sorcière. Et là, bon, je pense il y a un peu aucune de nous qui est vraiment dans cette phase dans le cycle, hein. On ne l'a pas encore abordé ce cercle, on le sera dans 2 mois. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ce que je trouvais intéressant quand on a conceptualisé ce projet, pour moi, c'était très intéressant d'aller explorer d'un point de vue sociétal comment est-ce qu'on perçoit la vieille femme, et notamment cette question d'avoir une sexualité libérée de l'injonction de faire des enfants. Et souvent, c'est là où on revient à cet archétype de la sorcière, hein, ou comment dire, dès qu'on étudie un petit peu cet archétype et la chasse aux sorcières qu'a subi les femmes, souvent ça venait de femmes qui pouvaient être veuves ou
qui en fait ne contribuait plus à la natalité d'un pays, d'une société, et donc qui avait une sexualité libérée de ça, et donc avec un peu la connotation de débridée ou lubrique. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'aller explorer à la fois l'aspect de la sexualité, mais aussi du corps de la femme qui vieillit et comment c'est perçu en fait par la société. Et puis c'était aussi l'occasion d'aller visiter un peu nos grands-mères, qu'est-ce que le souvenir qu'on peut avoir de nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles nous ont transmis. Mmh mh. Oui, parce qu'on sait qu'en plus, le fait de se connecter à ses ancêtres, il est totalement présent dans chacun de nous et quotidiennement finalement dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on devient, dans nos traumas aussi. Mm. Donc c'est hyper intéressant de joindre tout ça. En tout cas, ça donne envie de participer au cercle. Malheureusement, le prochain, j'ai l'impression qu'il est complet, mais lorsque tu en organiseras d'autres, avec Chloé, je serai ravie, de checker ça rapidement pour tester aussi. Merci pour tous ces détails, c'est hyper enrichissant et je suis désolée d'avance de ne pas pouvoir approfondir le sujet ici parce que j'ai quand même envie qu'on parle de toutes ces choses que tu as mis en place et créées. Donc maintenant, je voulais parler des aspects de tes livres. Comment c'est arrivé donc après cette création des cercles qui continue bien sûr. Donc tu as d'abord écrit le livre Mon cahier féminin sacré et ensuite le livre Sagesse sauvage, cheminée au rythme de la terre aux éditions Solar. Je sais que le premier est un cahier qui est, enfin un livre qui est censé être une collection assez accessible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de comment c'est arrivé et ce cheminement vers le deuxième? Oui. Alors, c'est arrivé par mon compte Instagram, sur lequel j'étais beaucoup plus dynamique à l'époque. J'écrivais beaucoup et en fait, j'ai reçu un message de celle qui allait devenir mon éditrice et qui donc me demande, enfin me propose un sujet éditorial. Et du coup, voilà, on en discute et j'embarque sur effectivement cette aventure des Monts Cahiers, dont le but en effet, c'est vraiment d'avoir des cahiers accessibles qui se diffusent facilement. Pour moi, l'idée, c'était enfin, en tout cas, l'intention d'écriture, c'était d'écrire un livre plutôt à destination des jeunes femmes. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été et à qui j'aurais aimé, voilà, qu'on m'explique mon cycle, mon corps, l'écoféminisme, ce genre de choses. Et donc, je l'ai vraiment écrit dans cette intention. Il y a dedans donc c'est vrai qu'une première partie, c'est plutôt dédié à un aspect, on va dire, entre guillemets, théorique, écoféminisme, sorcière, chasse aux sorcières, etc. Un deuxième chapitre qui est dédié au corps. Et c'est quoi un corps de femme? Donc effectivement, ça rejoint vraiment mon cheminement personnel là-dessus. Et le troisième chapitre, c'est dédié au cycle féminin et le dernier au cycle des saisons. Et finalement, c'est ce dernier chapitre qui m'a donné le plus envie de continuer à le développer. Et après l'expérience du Mont Cahier, mon éditrice m'a dit, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'était trop bien. J'ai adoré avoir carte blanche. Et, euh, et donc, il y a Sagesse sauvage qui est sorti en mars dernier, cheminer au rythme de la Terre. Et c'est vraiment un cheminement saison par saison, mois par mois. Et en plus, il y a les 8 célébrations du calendrier païen. Donc, c'est un livre à plusieurs entrées. On peut y entrer mois par mois. On peut y entrer uniquement avec la roue de l'année. Et puis, il a surtout été conçu pour que ce soit un compagnon sur plusieurs années. Il est assez dense. Moi, je suis quelqu'un qui a une écriture qui est dense. Donc voilà, il a vraiment plusieurs niveaux de conscience. Et je pense que quand on l'achète, il faut peut-être pas avoir la tentation de faire absolument tous les rituels, mais vraiment d'accepter aussi de se laisser porter et de le découvrir d'année en année et de voir un peu comment est-ce que justement on évolue d'année en année au fur et à mesure de nos cycles intérieurs, de nos saisons intérieures, en résonance ou non avec les saisons extérieures. OK, ça a l'air hyper, hyper riche, et ça me donne, du coup, envie, de les découvrir tous les 2 en passant effectivement enfin, je pense pour moi dans l'ordre, en fait, finalement, d'abord par le cahier et ensuite par, Sagesse sauvage qui est beaucoup plus, complet et qui va aller, enfin,
c'est mal exprimé, mais qui va aller vraiment dans le détail pour en savoir plus et qui n'est pas le début quand on a envie d'en savoir un petit peu plus sur son cycle, etc. Dis-moi si je me trompe. Sagesse sauvage, en fait, parle pas du tout du cycle féminin. On est vraiment Mhm. sur les cycles saisonniers. C'est un livre dont moi j'ai pris le parti d'écrire au féminin parce que c'est mon engagement féministe de considérer que les femmes sont majoritairement invisibilisées. Et donc j'avais envie déjà de mettre des femmes en avant, c'est-à-dire que chacune des 8 célébrations est incarnée par une femme médecine. Ok, Donc, c'est un livre en tout à 10 voix. Il y a moi, les 8 femmes et puis l'illustratrice Marie Morgan. Sur les réseaux, c'est Marius Heureux. ok, Et donc, il y avait vraiment cette idée de créer un livre écrit au féminin, mais qui s'adresse plus largement à tout public. Et des hommes peuvent tout à fait le lire. Je le recommande d'ailleurs vivement. Et l'idée pour moi, c'était aussi de sortir un peu de la sphère du féminin sacré, qui pour moi était vraiment une porte d'entrée sur mon intime, mais comment dire, qui ne me définit pas. Et moi, aujourd'hui, je pense que vraiment, quand je me définis, j'aime beaucoup le terme de tisseuse de liens à moi, à l'autre et au vivant. Et c'est vraiment de revenir à cette sagesse de la terre. Et c'est vraiment ce que transmet ce deuxième livre. ok. Comment je me relie au vivant, en fait, et comment je suis en résonance avec la terre. Ok, c'est hyper inspirant. J'ai rien à rajouter parce que je ne veux pas faire de mes incompréhensions, mais en tout cas, ne se dit même pas. Mais en tout cas, c'est très inspirant et très intéressant et ça donne envie de découvrir les deux livres, Mm. à la fois cette approche où on va pouvoir en savoir plus sur le cycle et à la fois aller plus loin sur justement euh, cette notion de femme qui incarne ses roues, c'est tout ce que tu as envie de partager au travers de Femmes sauvages. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets en cours ou qui sont à venir que tu as envie de nous partager et qu'on n'aurait pas abordé dans cet épisode? Euh, En fait, enfin, en ce moment, je suis vraiment dans une phase de réflexion de comment j'ai envie de transmettre, de ce que je suis appelée à transmettre. Donc, quand je suis en phase de réflexion, c'est vraiment ce que j'ai appelé mon printemps hivernal. C'est un peu le paradoxe parce que dans mon livre, effectivement, j'explique qu'au printemps, c'est l'envolée des projets. Et donc là, normalement, je devrais avoir une liste longue comme le bras de choses à suggérer. Et moi, en fait, comme j'ai pas pu faire ça à l'hiver parce que j'étais en train de finir mon livre, bah, c'est ce que je suis en train de faire et donc j'observe un temps de jachère. Mhm. J'accepte que mon livre, bah, ce soit le projet du moment. Et c'est vrai que j'ai un peu mis tout le reste en attente et enfin j'ai décalé. Il y a des projets qui vont arriver à l'été et à l'automne et j'en parlerai bah, sur les réseaux le moment venu. Mais là, pour le moment, je suis plutôt en gestation de moi-même. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, on tease pas trop et on donne rendez-vous à nos auditeurs sur tes réseaux pour en savoir plus, sachant que ton épisode sortira en mai et nous enregistrons fin mars. Donc, les choses seront encore à venir à ce moment-là. Mm. Est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier message que tu aimerais nous transmettre dans cet épisode? Parfois, je parle de dédicace, mais je pense que c'est pas vraiment approprié ici. Peut-être une citation qui t'inspire ou peut-être toi, un message que tu as envie de transmettre au regard de tout ce qu'on aurait pu partager ici. Oui, alors peut-être un dernier message qui soit en lien avec ce qui nous a réunis aujourd'hui, à savoir le yoga, cette fameuse colonne vertébrale, et, euh, et aussi en résonance avec ce cercle du corps. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert le yoga, j'ai vraiment surtout découvert, outre une spiritualité, mais mon corps. Et je me suis dit, mais c'est incroyable toute cette guerre que j'ai pu faire contre mon corps pendant des années, alors que c'est quand même une mécanique incroyable. Et j'avais peut-être juste envie de partager ça, que chacun en fait puisse vraiment se relier à son corps, qui est cet axe entre terre et ciel, et en même temps cette caisse de résonance avec le monde et le vivant, en ayant un rapport pacifié. Voilà. Je sais que c'est pas toujours simple et que c'est parfois un très long chemin,
mais un rapport pacifié et d'amour pour, pour notre temple de chair. Voilà. Parfait, je crois qu'on va finir sur ces très belles paroles. Pour la petite anecdote, et que je laisserai dans cet épisode, nous avons dû faire beaucoup de coupures dans cet épisode dû à des connexions internet, etc. Donc l'univers n'était pas avec nous aujourd'hui, mais nous avons réussi. C'est pour ça qu'à certains moments de l'épisode, vous semblerait qu'on est un petit peu perturbé, mais excusez-nous pour ça. On espère que vous avez profité, chers auditeurs, de cet épisode. En tout cas, ce que Maëva nous a partagé était magnifique et hyper enrichissant et intéressant. Je tenais vraiment à te remercier, Maëva, pour tous tes partages, pour ta confiance aussi et ta patience surtout. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Alexane, et belle écoute à tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.